Bonjour à tous et bienvenue pour cette session autour des bases de données relationnelles dans le cloud. Je suis Abbas Afouatou, je suis Solution Architect chez Amazon Web Services. Au cours de cette session, nous allons voir dans quelle mesure les bases de données relationnelles ont toujours leur place dans le cloud AWS. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir Frédéric Arnoux, qui est VP ingénieur chez iAdvise. Mais tout d'abord, commençons par parler des bases de données relationnelles. Elles ont naturellement existé bien longtemps avant le cloud. Ça fait plus de 30 ans que l'informatique telle qu'on la connaît existe, et on peut dire que ça fait aujourd'hui aussi 30 ans que les bases de données existent. On a toujours eu besoin d'avoir des données structurées dans le cloud, certes, mais aussi dans les applicatifs, que cela soit sur de l'informatique industrielle ou que cela soit même dans les applications plus traditionnelles d'informatique d'entreprise. Et ce besoin n'a pas changé avec l'avènement du cloud. Avec le cloud, la base de données relationnelle continue d'être un élément central des différents applicatifs. Les bases de données relationnelles sont utilisées aujourd'hui autant pour des applications les plus récentes, on parle de Netflix, on parle d'applications mobiles, que pour de l'informatique industrielle. Les robots utilisent aussi des bases de données. Ce besoin donc reste toujours prégnant, et dans le cloud, on a toujours ce besoin de bases de données relationnelles. D'ailleurs, le site web Amazon.com, la toute première version était un exécutable lancé avec une base de données Oracle. Donc même dès le début, on avait aussi une base de données relationnelle présente. Et d'ailleurs, cette expérience nous a permis d'arriver à la conclusion suivante, c'est qu'opérer une base de données dans le cloud et coopérer une base de données de manière générale, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qui est coûteux et fastidieux. Vos DBA, Database Administrateurs, passent leur clair de leur temps à administrer la base, c'est-à-dire à gérer des sauvegardes, à passer des patchs, gérer des restaurations, faire des montées de version, s'occuper de toutes ces tâches qui sont finalement peu intéressantes et qui sont rébarbatives, plutôt que de se concentrer sur ce qui font leur valeur, à savoir l'optimisation de la performance, à savoir l'optimisation des requêtes, pour assurer une base de données performante et qui correspond à l'applicatif. Puisque naturellement, en plus de toutes ces modifications de la base et de ces tâches et montées de version, l'applicatif qui est au-dessus de cette base de données, lui, continue aussi d'évoluer. Et donc, plus de temps vous passez à gérer ces tâches, on va dire, de bas niveau sur votre base de données, et moins vous pouvez vous concentrer sur votre core business. Et est-ce qu'il est possible d'imaginer une base ou une gestion des bases de données qui permettrait d'améliorer votre TCO, votre Total Cost of Ownership, en baissant tout simplement, en augmentant l'automatisation des différentes tâches? Est-ce qu'il est possible aussi d'imaginer des bases de données qui continueraient d'être hautement disponibles, réplicables entre plusieurs régions ou entre plusieurs zones de disponibilité? Et si on pouvait faire tout simplement mieux, moins cher et plus facile que ce que l'on a l'habitude de connaître dans les bases? Et naturellement, est-ce que maintenant on est capable d'imaginer qu'une entreprise du CAC 40, qui a des exigences fortes sur sa base de données, pour avoir les mêmes outils qu'une start-up qui démarre et qui pourrait du coup obtenir la même durabilité, la même fiabilité, la même agilité, la même sécurité qu'une base de données qui servirait à une entreprise du CAC 40. Mais quand on parle de base de données, on parle de plusieurs types de bases de données. Donc dans les bases de données relationnelles, il y a déjà plusieurs familles. Les bases de données que l'on appelle data warehouse, qui sont des bases de données, des entrepôts de données qui se retrouvent plus dans le monde de l'informatique décisionnelle, autour duquel on va stocker tout ou partie de l'information du SI. La technologie associée est souvent une technologie en colonne dans laquelle qu'on va privilégier pour améliorer la performance de traitement des requêtes, et c'est souvent associé à des requêtes de type reporting. Avec les bases de données relationnelles que l'on va dire classiques, on va retrouver tout le reste des bases de données relationnelles avec les différents moteurs dont on parlera par la suite. Et si on commence tout d'abord par s'intéresser aux bases de données de type Data Warehouse, on va avoir Redshift. Redshift est une base de données orientée colonne qui a clairement été pensée et créée pour le cloud. On est parti d'une base en PostgreSQL sur laquelle nous avons redéveloppé, repensé la base de données de telle sorte à pouvoir bénéficier de la scalabilité proposée par le cloud, de la sécurité proposée par le cloud. Avec Redshift, vous avez la possibilité de maîtriser et l'hardware, le système
physique qui est présent. Vous choisissez les types de disques que vous voulez positionner. Et la possibilité aussi d'être en mesure de pouvoir ajouter, remettre des nœuds en fonction de vos besoins. Par exemple, on a NTT Docomo, qui est un opérateur de téléphonie au Japon, qui a un cluster Redshift de 125 nœuds 8x large. Ils ont plusieurs pétaoctets de données présents dans ce cluster. Redshift est vraiment une solution qui vous permet d'utiliser, de faire des requêtes de type reporting, de type BI, sur une base de données qui va gérer à l'échelle pour vous vos données. En plus, Redshift coûte 1/10 du coût des autres solutions de data warehousing que l'on peut avoir sur le marché, puisque pour 1 000 $ par an et par Tera et 25 centimes de l'heure d'utilisation, on peut commencer à utiliser Redshift. Si on regarde de manière un peu plus dans le détail ce qui se passe, donc Redshift est composé de 2 morceaux. Un morceau qu'on appelle le leader node, et ensuite on va avoir des compute nodes. Entre le leader node et les compute nodes, on va avoir des liens 10 gigas qui vont être mis, qui assurent une grande performance. Et donc les requêtes, donc imaginons vos outils de reporting, que l'on parle de ClickView, que l'on parle de QuickSight ou même de Tableau, vont se connecter à ce leader node et faire des requêtes SQL. Naturellement, je ne l'ai pas précisé dans le slide précédent, mais l'outil de requêtage que l'on va utiliser, c'est du SQL. Ces requêtes SQL vont être envoyées au leader node qui va les dispatcher sur les différents compute nodes. Ces compute nodes vont travailler en parallèle. Donc là, on retrouve le côté massivement parallèle de Redshift pour obtenir une performance et une vélocité forte lorsque l'on parle de Redshift. Redshift s'interconnecte aussi avec tous les services AWS, qu'il s'agisse d'S3, EMR, Elastic MapReduce, DynamoDB ou encore Amazon EC2. Il est donc possible d'imaginer d'avoir un cluster Redshift qui serait transiente, c'est-à-dire qu'il pourrait décharger les données directement depuis S3. Et donc, on peut imaginer donc, que vous avez vos données qui sont sur S3. Lorsque vous avez votre campagne marketing, vous démarrez votre cluster Redshift et vous chargez les données qui sont sur S3. Donc, S3, c'est pour Simple Storage Service, c'est notre service de stockage objet. Et les données sont présentes ensuite dans Redshift. Et derrière, on a notre moulinette qui va s'appliquer. Vous allez pouvoir faire vos requêtes de BI. Et voilà. Redshift aussi s'accompagne avec l'option Redshift Spectrum qui vous permet de requêter directement les données qui sont présentes sur S3 et donc du coup d'avoir la possibilité de requêter directement les fichiers sans avoir à les monter directement dans votre cluster. Si on s'intéresse maintenant aux bases de données relationnelles, on va avoir RDS, donc pour Relational Database Service, qui vous permet d'avoir un choix parmi les moteurs les plus performants du marché et surtout les plus populaires. On va retrouver les bases de données dites open source, donc MySQL, MariaDB, PostgreSQL, mais aussi les bases de données commerciales telles que Microsoft SQL Server ou encore Oracle. Et naturellement, on retrouve aussi dans RDS Amazon Aurora, qui est notre moteur de base de données sur lequel on reviendra par la suite, qui est compatible avec MySQL et PostgreSQL. Avec RDS, vous avez enfin la simplicité que l'on recherche lorsqu'on implémente une base de données dans le cloud. On n'a plus besoin de provisionner les serveurs lorsqu'on utilise RDS. Vous n'avez qu'à cliquer et vous obtenez directement un endpoint. Vous définissez la taille de votre stockage et le type d'instance et on s'occupe du reste. On va s'occuper pour vous des maintenances, on va s'occuper pour vous des patchs et vous permettre d'obtenir une base de données qui est disponible et durable, qui va donc, on y reviendra par la suite, vous proposer des mécanismes pour assurer la durabilité et aussi la scalabilité de votre base de données. Et naturellement, comme chacun de nos services, la sécurité est notre pilier numéro 1. En utilisant RDS, vous ne faites aucun compromis sur la sécurité. La sécurité reste un point important et fondateur des bases de données dans le cloud. Et ce point ne change pas quand on utilise RDS. Et naturellement, point très important, la vitesse et la rapidité. Avec RDS, vous avez la possibilité d'avoir une base de données qui reste véloce et rapide avec le moteur de votre choix. Regardons plus en détail comment cela fonctionne. Imaginons qu'on ait une application 3 tiers classique, donc un load balancer qui derrière va s'appuyer sur des serveurs web, donc des frontaux web, qui eux-mêmes vont se connecter à des serveurs d'application qui enfin vont pouvoir se connecter à notre base de données. Si vous avez une base de données classique et qu'elle tombe, vous mettez en péril votre applicatif. Vous pouvez donc activer l'option multi-AZ, donc pour multi-zone de disponibilité,
qui va vous permettre donc de dire que lorsque le nœud primaire tombe, automatiquement la bascule va être faite vers le nœud secondaire, qui va donc reprendre à son compte la charge, et donc qui deviendra à son tour primaire. Il y aura ensuite derrière un deuxième nœud primaire qui va être mis en place. Cette bascule est complètement automatique. Et la réplication est synchrone, c'est-à-dire que nous nous occupons nous-mêmes de s'occuper de faire la liaison et de faire la synchronisation entre les données du nœud primaire et les données du nœud qui sont en attente. Mais avec RDS, vous avez aussi l'élasticité. Vous avez donc la possibilité de pouvoir augmenter verticalement la taille de votre base de données. Vous pouvez donc dire, suite à un simple arrêt-relance, avec la même base de données, je pars d'une base T2 micro, donc avec un vCPU et 1 giga de mémoire, à une base X1 32X large avec 32 vCPU et 4 Tera de RAM. Et pour passer de la première à la deuxième taille d'instance, tout ce que vous avez fait, c'est un arrêt-relance de la base. Si vous deviez faire la même chose avec, on va dire dans l'ancien monde, dans vos data centers peut-être, ou en tout cas dans les data centers autres que ceux du cloud, vous auriez la difficulté de devoir provisionner à l'avance et donc de réfléchir à la taille de votre base en pic et donc de la capacité dont vous avez besoin. Ici, vous pouvez démarrer petit et grossir la taille de votre base et suite à un arrêt-relance, redémarrer sur une base avec beaucoup plus de capacité physique en mémoire et en CPU. Et tout ça vous permet d'avoir une véritable maîtrise des coûts, puisque vous choisissez la taille de la base qui correspond réellement à votre business et surtout à votre besoin, et pas l'inverse. Vous pouvez d'ailleurs, dans cet aspect performance aussi, gérer ce qu'on appelle des réplicas, donc des réplicas de lecture. Imaginons toujours dans notre architecture 3 tiers que vous avez, votre applicatif fait beaucoup plus de lecture que d'écriture. Auquel cas, plutôt que d'avoir toute la charge des lectures et d'écriture, donc des requêtes de lecture et d'écriture qui vont uniquement sur un seul nœud, donc à savoir le nœud maître, vous pouvez définir ce que l'on appelle des read réplicas. Vous allez donc avoir un endpoint, donc un point de terminaison pour chacun de ces réplicas, et la possibilité donc de configurer votre applicatif pour qu'il fasse les requêtes de lecture vers ce réplica et non plus uniquement vers le nœud maître. Et donc vous pouvez vous permettre de garder le nœud maître uniquement pour les besoins en écriture et d'avoir des multiples nœuds, jusqu'à un nombre de 15, pour la partie lecture. Les RAID réplicas fonctionnent avec les moteurs open source, donc pour rappel, RDS, MariaDB, PostgreSQL et naturellement Aurora. Vous avez aussi la possibilité, avec les RAID réplicas, de les promouvoir sur une autre région. Vous pouvez les garder dans une même région, vous pouvez aussi les garder dans une autre région. De plus, les RAID réplicas peuvent vous permettre de facilement devenir maître. Et par exemple, vous pouvez améliorer le passage, la bascule du master vers le nœud en attente en promulguant un RAID réplica en tant que master. RDS va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle une sauvegarde automatisée. L'un des points les plus difficiles lorsque l'on a géré une base de données, c'est la sauvegarde et la restauration. Avec RDS, la sauvegarde est faite toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, on a la sauvegarde des fichiers de transaction. Et tous les jours, pendant la fenêtre que vous allez définir, donc vous définissez une fenêtre de maintenance, on va être en mesure de sauvegarder l'ensemble du volume. Donc, du coup, vous gagnez du temps et vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du point-in-time recovery, c'est-à-dire la possibilité de retrouver votre base de données à l'heure que vous avez définie et à la seconde près. C'est-à-dire que vous pouvez dire « je veux restaurer ma base il y a 2 semaines de cela à 14h22 et 32 secondes ». C'est possible. Lorsque vous générez la restauration, on va générer une nouvelle instance. Cette nouvelle instance correspondra à l'état de votre base de données. Avec Aurora, on va encore un peu plus loin. On a la possibilité toujours d'avoir ces sauvegardes qui sont incrémentales, c'est-à-dire que lorsque vous activez la sauvegarde automatique, on a la possibilité, en fait, on ne vous fait payer que les incrémentaux, à savoir la partie qui a changé dans votre base tous les jours sur les 35 jours glissants, par exemple. De plus, avec Aurora, cette sauvegarde, elle est en continu, donc on n'est même plus sur toutes les 5 minutes, on le fait directement en continu, sans impact sur les performances. Avec RDS, lorsque vous activez le multi-AZ, vous avez la sauvegarde va d'abord être faite sur le nœud en attente, puis ensuite sur le nœud master, et il y aura une bascule entre-temps, ce qui va diminuer l'impact sur votre applicatif.
La sécurité, naturellement, reste et le point le plus important chez AWS. Comme je le disais, c'est notre pilier numéro un, on ne le répétera jamais assez. Et donc, RDS s'inscrit aussi dans ce paradigme sécuritaire. Donc, vous avez la possibilité de profiter de votre VPC, Virtual Private Cloud, et d'intégrer votre base de données à ce VPC. Et donc, il se retrouvera dans votre espace, et donc ce ne sera pas exposé de manière publique. De plus, vous avez la possibilité de chiffrer les communications avec RDS, que cela soit en transit ou au repos à l'aide de KMS, Key Management Service. Et dans le cas des bases Oracle et SQL Server, vous avez la possibilité de faire du Transparent Data Encryption. Et naturellement, comme je le disais, on a la possibilité de faire du SSL, que ce soit en transit, et d'utiliser KMS pour la partie au repos. Et enfin, dans les besoins de conformité que vous pourriez avoir, que cela soit pour de l'IPA, les SOC 1, 2, 3 ou encore les ISO 9001 ou 27001, RDS est compatible et conforme avec ces différentes normes. Donc dans le cas où vous avez besoin de passer la certification 27001, RDS ne sera pas du tout un frein, bien au contraire, toutes ces étapes auront déjà été prévalidées pour vous et vous permettront d'accélérer pour l'obtention de cette certification. Et toujours dans cet aspect sécurité, vous maîtrisez qui, d'un point de vue réseau, a accès à RDS. Vous choisissez donc, d'un point de vue réseau, quelles sont les instances qui vont pouvoir se connecter à RDS. Vous définissez ce que l'on appelle un security group, qui est l'équivalent d'un firewall virtuel autour de votre application. Et vous décidez donc quels sont les sous-réseaux qui vont pouvoir se connecter et sur quel port et avec quel protocole. Vous pouvez même aussi définir, de dire que, si je reviens sur mon exemple du 3 tiers applicatif, que seuls les serveurs d'application qui font partie du security group serveurs d'application sont les seuls à pouvoir se connecter à ma base RDS. Et en plus de l'authentification que vous avez déjà mis en place avec votre base de données, donc qui est inhérente à votre moteur de base de données, vous pouvez aussi avoir de la gestion d'accès au travers d'IAM. Donc avec l'Identity Access Management, vous avez cette possibilité de contrôler les accès de contrôler qui a accès au service. Est-ce que vos DBA ont accès à toutes les bases de données? Est-ce que vous autorisez les DBA à lancer tout type de base de données? Est-ce que vous leur donnez la possibilité, au travers de la console ou au travers de la CLI, de pouvoir démarrer une base de données, l'arrêter, ou pourquoi pas même augmenter une base de données existante? Tous ces points-là sont complètement pilotables au travers d'RDS, en plus de l'authentification que vous allez mettre en place, le login password classique, qui vous permet de vous connecter à votre base de données. Et justement, on parlait d'innovation. L'innovation, donc là, tout ce qu'on a vu autour de RDS, c'est finalement la possibilité de faire ce que vous faisiez avant, mais dans le cloud, et de surtout vous simplifier la vie de simplifier la vie de vos DBA lorsqu'on décide d'utiliser, d'opérer une base de données dans le cloud. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Et c'est cette question que nous nous sommes posée. Quand on a décidé de lancer Aurora, on s'est posé un ensemble de questions. On s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas repartir d'une feuille blanche? Est-ce que nous ne pourrions pas tout simplement offrir beaucoup plus et avoir beaucoup plus de performance, puisque le cloud offre des possibilités qui étaient jusqu'alors inédites? Est-ce que nous ne pouvons pas proposer une base de données qui serait proche de 100% de durabilité, avec une disponibilité à 99,99 %? Et surtout, est-ce que finalement, on ne peut pas faire mieux que ce que l'on a fait jusqu'alors depuis les 30 dernières années? Et l'issue de ces réflexions nous ont permis d'arriver à Amazon Aurora. Amazon Aurora a vraiment été pensé pour le cloud, par le cloud. C'est une base de données qui offre des performances de type enterprise avec un coût de 1/10 du coût d'une base de données commerciale. Il n'y a pas de licence sur Aurora, il n'y aura pas d'audit pour savoir combien d'instances vous allez utiliser. Avec Amazon Aurora, vous bénéficiez d'une performance qui est accrue, puisque du coup, on a 5 fois la bande passante de MySQL et 3 fois celle d'un PostgreSQL. Vous avez aussi la durabilité. Avec Aurora, nous avons décidé de découpler le compute du stockage et donc de vous faciliter l'utilisation, donc de vous permettre d'avoir les performances adéquates, idoines à cela. Naturellement, comme pour l'ensemble de nos services, la sécurité n'a surtout pas été mise de côté, elle reste le point central, et donc avec Aurora, vous bénéficiez du chiffrement au transit et en repos.
Et surtout, c'est une base de données qui est complètement managée. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à définir le type d'instance que vous voulez. Vous n'avez même plus à provisionner le type de stockage que vous souhaitez. Enfin, j'entends par là la quantité de stockage, puisqu'avec Aurora, vous allez payer uniquement pour la taille, pour l'ensemble de stockage que réellement vous utilisez. Et comment ça marche? Eh bien, avec Aurora, on a donc découplé l'aspect compute de l'aspect stockage. Le stockage est un stockage partagé sur l'ensemble des 3 zones de disponibilité. Du coup, chaque donnée va être répliquée 2 fois par zone de disponibilité, soit 6 fois en tout, puisqu'Aurora n'est présente que sur des régions sur lesquelles il y a au moins 3 zones de disponibilité. De plus, le fait d'avoir découplé le stockage du compute va nous permettre de traiter directement, de traiter avec différents types d'instances et de manière asynchrone la donnée présente, les requêtes, lorsqu'on va recevoir. Lorsque vous allez recevoir une requête, il va y avoir un traitement SQL, une partie transaction, un cache, et enfin, une fois qu'on aura la réponse positive de la mise en cache, on va pouvoir derrière, de manière asynchrone, copier sur disque, puisque les données vont être copiées sur ce stockage partagé, donc sur 3 zones de disponibilité, et régulièrement copiées sur S3. Donc S3 a une durabilité de 99,999999, soit 11,9 en tout. Clairement, quand on met une donnée sur S3, on ne la perd pas. Et on profite du coup de toute la puissance du cloud lorsqu'on utilise Aurora. On a du coup aussi repensé les read replicas. Avec Aurora, vous avez la possibilité d'activer des read replicas, d'améliorer la bascule. Avec RDS, la bascule prenait de l'ordre de 2-3 minutes, ça peut être un peu moins, entre le master et le slave. Avec Aurora, et la fait d'avoir un réplica qui s'appuie aussi sur le stockage, sur le volume de stockage partagé, on peut basculer en moins d'1 minute du master vers un réplica qui sera donc lui promu master à son tour. De plus, on a repensé les read replicas en proposant un point de terminaison en lecture et de l'autoscaling. Il est donc possible avec Aurora de dire que votre applicatif a 2 points, 2 endpoints, un pour l'écriture et un pour la lecture. Et lorsque l'on a besoin d'une charge en lecture plus importante, on met en place un autoscaling qui va créer de manière sous-jacente plusieurs read replicas, autant que nécessaire, jusqu'à 15, pour garantir que la charge en lecture puisse être suivie. Et de plus, grâce à tout cela, on a pu faire chuter la latence entre les read replicas et le master, ce qui fait que du coup, les read replicas vont avoir une latence inférieure à 10 millisecondes. Et lorsque l'on lit une donnée dessus, elle est présente avec une latence de moins de 10 millisecondes. Et tout ceci se voit sur la partie performance. Si on regarde sur Sysbench, le benchmark qui est fait sur PostgreSQL, on voit que l'on est capable de traiter de x2 à plus de x5 le nombre de requêtes en écriture sur une base de données PostgreSQL. Et c'est aussi valable sur MySQL, puisque l'on va avoir une bande passante qui va être au moins 2 fois en lecture et en écriture supérieure à ce que l'on a toujours avec Sysbench sur une base de données PostgreSQL. Et en plus, cela a été fait sur un R4 16X large avec 64 corps, donc pour vraiment avoir une base de données importante. Mais pourquoi Aurora est-il si performant? Eh bien, tout simplement du fait de toutes les améliorations dont j'ai parlé. Le fait d'avoir découplé le stockage du compute va nous permettre de traiter de manière asynchrone. Du coup, on va pouvoir faire moins d'entrées-sorties. Une base de données, un des gros bottlenecks, c'est le fait de devoir écrire sur disque les données. Donc, si on est en mesure de pouvoir profiter d'un cache qui, lui, sera en mémoire, on va pouvoir traiter beaucoup plus de données avant de les écrire sur disque. De plus, Aurora se base principalement sur des fichiers de transactions, les fameux redo-log, et a donc la possibilité de pouvoir uniquement traiter ces fichiers sans avoir à copier directement sur disque. Donc on va pouvoir copier sur le volume partagé de manière, de manière asynchrone, en permettant du coup d'avoir une gestion comme ça par batch qui va nous permettre de traiter la donnée de manière, en plus gros morceaux, et donc du coup d'optimiser notre performance réseau. Avec Aurora, l'interface, l'aspect compute est utilisé pleinement, ce qui permet d'avoir une performance bien plus accrue. De plus, Aurora, via ce traitement asynchrone et ce traitement en batch, devient du coup beaucoup plus efficace. Mais si on veut aller encore plus loin, avec Aurora, on a aussi la possibilité d'avoir Performance Insight. Performance Insight, c'est quoi? C'est la possibilité pour vos DBA de pouvoir
utilisez donc un outil qui va vous permettre d'avoir la performance de votre base de données. Avec cela, vous allez comprendre quels sont les top 10, les 10 plus grosses requêtes que reçoit votre base, où se trouvent les weights, où se trouvent les points, les lieux, les bottlenecks, les goulots d'étranglement de votre base de données, et du coup de pouvoir découvrir les problèmes et d'être en mesure de pouvoir agir par rapport aux problèmes qui vont gêner la performance d'Aurora. On retrouve aussi Aurora Serverless, qui est un produit qui pour l'instant est encore en preview, qui a été annoncé à re:Invent et qui va sortir dans le courant de cette année. Avec Aurora Serverless, la réflexion a été de se dire qu'il y a beaucoup de nos clients qui utilisent des bases de données, mais qui n'en ont pas besoin tout le temps. Une base de données de développement, une base de données test, une base de données qui du coup est très sollicitée pendant une période de l'année et pas le reste du temps. Pourquoi finalement payer et avoir besoin de cette base tout le temps ? Du coup, on s'est dit finalement que ça pourrait être intéressant de permettre à la base d'hiberner pendant un certain temps et de se dire que quand on ne l'utilise pas, la base passe en mode hibernate. Quand elle reçoit la première requête, c'est à ce moment-là qu'elle sort de son sommeil. Donc il lui faut 1 à 3 secondes pour démarrer et pour recevoir plus de requêtes. Naturellement, pendant ce laps de temps, on a un système de cache qui va permettre de recevoir les requêtes et de les traiter une fois que la base de données sera complètement up. De plus, on ajoute un autoscaling qui permet de changer la taille d'instance. Comme on a découplé le stockage du compute, on peut avoir un compute qui, lui, va être différencié en fonction de votre besoin. On peut dire qu'au début, vous avez besoin d'une base finalement peu, mais vous allez recevoir au fur et à mesure du temps beaucoup de requêtes. Et donc, on va se permettre d'augmenter pour vous la taille verticale de l'instance sous-jacente qui est nécessaire à Aurora. Et cela se fait sans interruption et sans impact sur votre applicatif associé. Et naturellement, vous payez à la seconde, donc du coup, vous optimisez le stockage, vous optimisez vos coûts en ayant une base de données que vous ne payez à la seconde et à la seconde réellement utilisée. On a enfin la partie multimaster. Donc, comme je parlais tout à l'heure de la possibilité de pouvoir gérer la charge des reads, des lectures sur différents nœuds avec des reads réplicas, on peut imaginer maintenant, grâce au multimaster, d'avoir la possibilité de aussi répartir la charge, mais cette fois-ci en écriture. Et donc d'être en mesure d'avoir plusieurs points d'écriture et donc d'avoir plusieurs endpoints pour pouvoir écrire à l'intérieur de la base de données. Avec cela, vous allez pouvoir augmenter votre performance, que cela soit du coup en écriture et en lecture. On profite naturellement à chaque fois des zones de disponibilité en ayant plusieurs. Cela se fait sans interruption de service. Nous nous occupons de gérer les différents locks pour assurer, via un protocole open source d'ailleurs, pour s'assurer que du coup on ne va pas écrire en même temps sur la même donnée. Voilà, vous pouvez vous inscrire à la preview si c'est quelque chose qui vous intéresse. On va sortir aussi dans le courant de l'année la Aurora en multi-région, donc la possibilité d'avoir une seule base de données, mais qui soit présente sur plusieurs régions. Et dans la foulée, on proposera aussi Aurora Multimaster multi-région. Donc d'avoir une seule grosse base de données relationnelle, mais qui sera disponible sur différentes régions et où on pourra écrire à plusieurs endroits. Dernier point très intéressant d'être en multimaster, c'est la bascule lorsque l'on a un problème qui du coup sera instantanée puisqu'on basculera d'un premier nœud vers un deuxième nœud. Maintenant que nous avons parlé d'Aurora, il est temps de vous donner un retour d'une personne qui l'a déjà fait. Je vous demande du coup de faire un tonnerre d'applaudissements à Frédéric Arnoux, VP Engineering de iAdvise. Merci, c'est bon. Bonjour à tous. Je vais commencer, c'est pas le bon bouton, par vous présenter ce qu'est iAdvise pour mettre un petit peu de contexte, pour que vous compreniez mieux comment on a pu utiliser Aurora. iAdvise, c'est une plateforme une plateforme de marketing conversationnel. C'est une plateforme qui permet aux entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, de mettre en relation via messaging leurs clients qui ont des besoins de conseils avec des experts qui sont disponibles 24/7. Donc, concrètement, comment ça fonctionne ? En gros, on a une partie qui est une technologie d'engagement qui va permettre de couvrir des points de contact où se situent
les clients de nos clients. Ça peut être sur une app mobile, sur leur site web, sur les apps de messaging que vous utilisez au quotidien, comme WhatsApp ou Messenger. Et puis, on va prédire et cibler des visiteurs en fonction de la stratégie du client. Donc, par exemple, si vous allez sur un site et que vous êtes considéré comme à valeur ajoutée pour la marque, vous allez pouvoir vous voir proposer une notification d'engagement. Donc, ça peut prendre la forme d'un bouton ou d'une fenêtre de chat. Et puis, vous allez avoir la possibilité d'avoir un dialogue, pas avec un chatbot, mais bien avec un expert, quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller. Donc ça, c'est que 50% de la valeur qu'on propose. L'autre 50%, ce sont ce que, quand j'appelle experts, nous on appelle ça IBU. IBU, c'est quoi? C'est la première communauté de passionnés. Voilà, c'est des gens comme vous et moi qui sont devenus experts d'un sujet et qui sont mis à disposition des marques sur leur site web pour conseiller les visiteurs de ce site. Donc, c'est des gens avec une authenticité très forte. Et par exemple, ça va être quelqu'un qui est passionné de voyage, passionné de high-tech, passionné de bricolage, et qui va pouvoir répondre à des questions de visiteurs depuis chez lui, quel que soit le temps de la journée. Donc ça peut être en journée, le soir ou le week-end. Voilà un petit peu pour le contexte d'iAdvise et ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Aurora? Avant juste de parler d'Aurora, qu'est-ce qu'on fait avec AWS? iAdvise, c'est une start-up, une grosse start-up, on va dire maintenant. Moi, je suis arrivé il y a 6 ans, la boîte elle avait 2 ans. On était 11, on adressait principalement le marché français, et notre infrastructure, elle était sur une infrastructure physique qui était infogérée par une société externe. Aujourd'hui, 6 ans après, on est plus de 200, on est implanté dans différents pays, on a 600 clients. Et évidemment, avec cette croissance, l'usage de notre plateforme a aussi énormément évolué. Et donc, on s'est retrouvé il y a, on va dire, 2 ans, vraiment avec de plus en plus de freins posés par notre infrastructure physique qui nous empêchaient d'absorber la croissance d'utilisateurs, la croissance géographique. Et c'est pour ça que début 2017 à peu près, donc il y a un peu plus d'1 an, on a fait le choix et entamé une migration vers AWS. Donc, pour recentrer sur Aurora, qu'est-ce qu'on fait avec Aurora? Nous, globalement, on a différentes bases de données, mais je vais vous parler de la principale et la plus grosse. On traite des conversations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc des conversations, des messages. On traite également toutes les transactions qui ont lieu sur un site, c'est-à-dire toutes les ventes, ce qui nous permet de traquer, par exemple, le ROI qu'a iAdvise sur la stratégie du client, sur, par exemple, le taux de conversion, le panier moyen, la fidélité du client. Voilà, donc on commence à avoir des datas qui commencent à poser des problématiques intéressantes. Notre plus grosse base fait environ 250 gigas de data. On est plutôt à 40 000 requêtes secondes. Là, c'est uniquement les écritures qui sont dans la slide. Voilà. Juste une petite overview de notre architecture. Elle est assez simple, finalement. Elle a fait écho avec ce que disait Abbas tout à l'heure sur les masters et les read réplicas. En gros, on a une architecture avec pas mal de microservices. Et puis, on a un master, Aurora, dans lequel vont avoir lieu l'ensemble des écritures et quelques lectures. Et puis, toutes les lectures qui sont très intensives en termes de requêtage, notamment statistique, vont avoir lieu sur un read replica. Le tout est redondé au sein des différentes availability zones. On est, nous, aujourd'hui, sur le data center de Francfort. Et puis, on a un usage d'un read replica pour du data mining, où l'ensemble des équipes qui peuvent faire des analyses, des dashboards, des insights pour nos clients vont pouvoir aussi requêter de manière assez intensive notre base. Et eux, pareil, se basent sur un read replica pour être sûr que ces traitements-là n'impactent pas la production. Donc voilà, pour arriver à cette architecture qui se veut simple, on a dû jongler pendant la migration, pendant plusieurs mois, entre l'ancienne infrastructure physique dont je vous parlais tout à l'heure et cette nouvelle infrastructure sur AWS. Donc, rapidement, pour vous expliquer comment on s'y est pris, sur l'infrastructure physique, on avait une architecture à peu près similaire. On n'utilisait évidemment pas Aurora, mais
Percona, donc, qui est un moteur MySQL un petit peu surboosté. Et puis, on a commencé par démarrer un read replica sur AWS, connecté au master de notre ancienne infrastructure. Et puis là, on a commencé à migrer, dans un premier temps, nos microservices, qui sont surtout des microservices read-only, de traitement, qui n'avaient pas besoin de faire d'écriture. Puis très vite, on s'est retrouvé à devoir migrer des services qui, eux, font de l'écriture. Donc pour ça, on a mis un outil qui s'appelle ProxySQL, qui nous permettait de renvoyer toutes les écritures sur l'ancienne infrastructure et de continuer les lectures, bien entendu, sur le read replica d'Aurora directement sur AWS. Et puis là a commencé un travail assez minutieux et long, c'est ce qui a duré plusieurs mois. Donc on est resté plusieurs mois dans cette configuration, le temps de migrer l'ensemble des microservices. On en a aujourd'hui un peu plus d'une soixantaine, donc c'est autant de travail à faire pour adapter les configurations. On travaille sous Docker, donc aussi dockeriser ce qui ne l'était pas, même si une bonne partie l'était déjà, pour ensuite, dans une dernière phase finale qui a eu lieu début de l'année 2018, on a fait le choix de faire une bascule DNS, donc de se permettre un downtime, une indisponibilité de nuit. Aujourd'hui, notre trafic il est en majeure partie européen, donc sur une time zone européenne. Donc on a fait ce choix-là voilà, on a baissé l'ensemble des TTL, je n'ai pas le nom en français, mais voilà, des TTL, des DNS pour qu'on puisse changer ça rapidement. Donc ça a duré quelques heures dans une nuit au début de l'année, ce qui nous a permis ensuite de vraiment rediriger l'ensemble du trafic public sur AWS et puis de pouvoir se débarrasser, voilà, tourner la page et vraiment à la fois rationaliser, n'être plus que sur AWS. Et puis, j'ai envie de dire, de pouvoir enfin vivre le cloud et de bénéficier de tout ce que ça apporte en termes d'élasticité et de capacity planning, qui est beaucoup plus facile, là où avant, il fallait qu'on provisionne nos serveurs 2 à 3 mois à l'avance. Voilà, on profite depuis le début de l'année, enfin, de cette élasticité promise par le cloud. Alors, pourquoi Aurora pour une boîte comme iAdvise? C'est assez simple, c'est pour profiter de tous les avantages du manager qu'a pu présenter Abbas. Mais je fais un lien business qui est assez fort. Nous, aujourd'hui, on adresse des grands comptes et des très grands comptes avec un besoin de sécurité qui est très, très fort. Et on est en plein process de certification ISO 27001, par exemple. Et avant, on passait beaucoup de temps dans les appels d'offres à devoir justifier en quoi on était sécurisé, en quoi on faisait les choses bien. Voilà, aujourd'hui, sur l'aspect data, avec Aurora, on a accéléré le processus de vente au niveau du parcours sales. Comment? Voilà, quand vous pouvez justifier de backup automatiques, réguliers, qui sont sûrs d'être checkés par Amazon, là où avant, c'était des scripts qui étaient écrits par nos offres, mais voilà, si un jour il ne tournait pas, on n'était pas toujours prévenu, etc. Là, on a pu aller plus loin, on a pu mettre en place des backups automatiques, mais aussi tester la restauration de ces backups tous les jours, donc s'assurer qu'en cas de problème, ces datas soient bien restaurées et ne soient pas corrompues. Tout ce qui est mise à jour auto, tout ce qui est redondance multi-zone, voilà, ça c'est des choses qui sont vraiment l'état de l'art et aujourd'hui nous permettent d'aller vite dans les processus d'appel d'offres, enfin plus vite en tout cas sur les aspects sécurité. Pareil sur l'aspect fiabilité, on avait pas mal de soucis régulièrement, pas forcément souvent, mais quand même régulièrement, des soucis d'empilement de requêtes, voilà, avec notre base MySQL précédente. Aujourd'hui, avec Aurora, depuis le début de l'année, voilà, le failover master-slave fonctionne très bien, on a des problèmes avec ça, et on est très sensible, nous, aux événements, par exemple, de fin d'année ou aux périodes de solde, parce qu'on adresse beaucoup de e-commerçants, donc ça crée des grosses périodes de charge. C'était souvent ces moments-là qui étaient sensibles pour nous. Voilà, depuis, là, le début d'année a été vraiment complètement transparent pour nous. On a presque oublié, finalement, que la data, c'était un sujet sensible. Donc, c'est une super nouvelle. Et puis, sur l'aspect perf,
Bon, c'est plus une anecdote, ça dépend généralement des use cases de chacun. Mais nous, voilà, sans rien changer à la structure de nos requêtes, on a gagné environ 10% en temps de requête de lecture de notre ancien MySQL Percona vers le Aurora MySQL AWS. Donc c'est toujours bon à prendre. Et voilà, donc tous ces avantages, évidemment, ils ont un coût, c'est la facture AWS. Mais pour nous, c'est pleinement rentabilisé par le fait de ne pas avoir besoin de DBA chez iAdvise. Nos offres passent du coup très peu de temps à administrer la data finalement, mais sans compromettre la qualité et la sécurité autour de ça, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, on a transformé un sujet qui pouvait être un petit peu préoccupant en un sujet qu'on a presque oublié chez nous. Je force le trait un petit peu, mais quand Abbas nous a sollicité pour savoir si on voulait faire un retour d'expérience sur notre usage d'Aurora, le premier réflexe a presque été de se dire Aurora, qu'est-ce qu'on fait avec? En fait, ça fonctionne parfaitement, on n'a pas grand-chose à dire, quoi. Donc voilà, c'est vraiment devenu quelque chose qui est hyper fiable, hyper stable pour nous. Voilà sur notre usage actuel. Et puis, il y a évidemment, on profite de toutes les innovations qui sortent régulièrement. Et notamment, nous, il y a deux choses qui nous intéressent très fortement en termes de projets dans les mois qui viennent. Le premier, on s'est lancé, on a ouvert un nouveau bureau aux US et on adresse des clients aux US là, depuis le début de l'année. Donc, la réplication multi-région, donc dans notre cas, Europe-US, est vraiment au cœur de nos préoccupations, pour deux raisons. À la fois pour pouvoir réduire la latence de nos clients US, et puis en termes de PRA, de plan de reprise d'activité, voilà, de pouvoir avoir de la réplication multi-région, c'est quand même un super gage de qualité en cas de sinistre. Et voilà, ça nous aide également à gagner des plus gros clients. Et puis, dernier use case qu'on attend avec impatience. Là, Abbas parlait tout à l'heure on disait que c'était en preview, l'aspect serverless, la capacité de pouvoir démarrer une instance en read replica de manière quasi instantanée. Nous, ça, c'est plutôt sur sur l'aspect réduction de coûts. Pour faire tous nos traitements de nuit, aujourd'hui, on est obligé d'avoir une base qui reste up tout le temps, donc on paye tout le temps alors qu'on l'utilise très peu. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de vraiment optimiser nos coûts. Et pareil, sur de l'aspect testing à la demande pour pouvoir faire notamment des tests de charge sur des volumétries de production. Voilà, merci à tous. Je repasse la main à Abbas. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, je suppose, je me suis aussi trompé. Donc, je suppose que maintenant, le point que vous avez tous en tête, c'est comment migrer vers Aurora. Eh bien, pour cela, il y a un outil qui vous est fourni qui s'appelle DMS, Data Migration Service, qui va vous permettre de migrer vos bases MySQL, Oracle, Postgre ou encore MongoDB ou MariaDB vers Aurora. Naturellement, DMS vous permettra aussi de migrer vers d'autres moteurs qu'Aurora si vous le souhaitez. Et cela, que cela soit dans votre data center ou dans le cloud AWS. De plus, il est possible aussi de déplacer les données directement au travers d'une Snowball. Donc Snowball, c'est notre outil, c'est un disque dur connecté qui va vous permettre, que vous allez commander au travers de la console, que vous allez recevoir chez vous, que vous allez connecter au data center, remplir les données dedans et nous les renvoyer. Et donc c'est aussi un moyen de migrer vos données de votre data center vers AWS. Associé à Aurora, on va avoir SCT pour Schema Conversion Tool, qui va vous permettre de migrer aussi le schéma et donc de faciliter, pourquoi pas, votre sortie d'Oracle ou de SQL Server vers Aurora. Et donc d'avoir cette possibilité d'adapter le schéma au moteur de votre choix, qu'il soit sur Postgre ou MySQL. SCT va aussi vous servir dans la partie Data Warehouse avec tous les outils autour d'Oracle, Teradata, Greenplum par exemple, vers Redshift. Donc on peut aussi utiliser DMS et SCT pour la migration de vos bases de données. Pour terminer cette session, n'oubliez pas, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir sur notre site la partie base de données.
Vous pouvez avoir aussi beaucoup plus d'informations sur Aurora en vous connectant aussi sur notre site. La preview pour le multimaster, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la preview. Et DMS, vous avez aussi la documentation en ligne autour de DMS. Amazon et AWS investissent fortement en France. Nous avons ouvert notre nouvelle région en française le 19 décembre 2017. Nous avons, comme le disait ce matin Miguel, plus de 17 000 clients qui sont déjà présents sur la plateforme, enfin qui sont déjà présents sur cette région. Vous avez la possibilité, vous aussi, de pouvoir bénéficier d'une latence faible et aussi de l'agrément RGPD en utilisant Aurora et RDS sur la région France. Et enfin, pour terminer, les prochains événements, donc si vous-même ou des personnes de votre entreprise veulent avoir des informations sur comment débuter dans le cloud, nous vous invitons à venir au l'Awesome Day qui aura lieu le 13 juillet prochain dans nos locaux à La Défense. Vous avez aussi la possibilité de participer à l'Innovation Day, qui est une conférence en ligne avec plus de 40 tracks diverses et variées techniques sur plusieurs sujets. Le Dev Day, qui est une journée dédiée aux développeurs, qui aura lieu à Station F le 11 septembre. Et enfin, le Startup Day, qui permet aux startups de démarrer et d'accélérer sur le cloud. On leur dédie une journée le 4 octobre à Station F.